l'abstention est le meilleur service à rendre aux oligarques. Les oligarques sont contents que vous absteniez. Les oligarques n'attendent que ça. Et si vous continuez à vous abstenir, vous disparaîtrez comme nation libre. Nous disparaîtrons comme nation libre. Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 5 inédite de Garçon l'Interview. Nous sommes le 1er septembre 2019, nous sommes à hier. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, c'est tout simplement l'université de rentrée de Nicolas Dupont-Aignan après l'échec cinglant des élections européennes avec 3,51% des voix. Nicolas Dupont-Aignan organise une forme de reconquête avec en ligne de mire bien évidemment les élections municipales de mars 2020. Le programme de la journée, une table ronde à 10h30 avec plusieurs invités, notamment Stéphanie Gibaud, Bruno Nors et même le journaliste polémiste André Berkoff. On va voir ça tout de suite et à 12h10, le discours de Nicolas Dupont-Aignan. Allez, saison 5 de Garçon l'Interview, c'est parti. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. J'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Ouais, la fameuse... Bonjour. Bonjour, ça va, ça va. Salut, ça va? Il faudrait que les gens commencent à s'asseoir. Il n'y a pas d'amalgame aujourd'hui. Nicolas Dupont-Aignan est en duplex sur LCI en train de s'énerver avec Olivier Mazerolle. Tout à l'heure, un membre présent dans l'Assemblée a hurlé « Est-ce que vous pouvez vous taire au fond, s'il vous plaît ?» parce que la conférence, la table ronde est juste derrière. Voilà, en tout cas, Nicolas Dupont-Aignan est vindicatif aujourd'hui. Merci André, merci Guillaume, merci Jean-Louis, merci Bruno, merci Stéphanie. Cette table ronde était rafraîchissante et en vérité j'ai plus besoin de prononcer de discours parce que Guillaume a trouvé le mot de la fin et qui aurait pu très bien synthétiser tout notre combat. On a combattu avec Philippe Séguin, on a combattu avec Charles Pasqua, on a combattu avec Philippe de Villiers, on a combattu Macron au deuxième tour et on en a pris plein la gueule. On n'est pas responsable de ce qui s'est passé, et toi non plus d'ailleurs, parce que je sais que tu as toujours été un combattant, et donc, oui, l'ensemble du système a collaboré, a abandonné, a été lâche, mais nous, on ne l'a pas été. Et je ne veux pas qu'on nous mêle à tous ces gens-là, parce que c'est trop facile, alors qu'ils ont ruiné le pays, de s'auto-culpabiliser. Voilà, c'est le seul désaccord, et tu m'en voudras pas. Alors, c'est vrai que nous sommes attachés à cette certaine idée de la France. Et ce mot « certaine idée de la France » qui n'a cessé d'être ma devise depuis si longtemps de mon engagement politique, c'est parce que c'est pas un patriotisme revanchard, c'est pas un patriotisme d'exclusion, c'est un patriotisme humaniste. C'est le patriotisme humaniste qui, tout au long de l'histoire de France, dans les moments tragiques, à un moment, a été le déclic qui a rassemblé tous les Français pour sauver le pays. Et c'est pourquoi je suis si opiniâtre. C'est pourquoi je crois qu'il faut tenir. C'est pourquoi, malgré les sales coups, malgré l'omerta parfois médiatique, malgré les menaces de l'oligarchie, nous devons tenir. Et nous devons tenir parce qu'André l'a dit, et vous n'avez peut-être pas assez insisté dans la table ronde, sauf à la fin. Le réveil des peuples est là. Ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe aux États-Unis est une formidable leçon pour le peuple français. C'est que les Français ont très bien compris qu'ils étaient gouvernés par des nuls. Que même parfois ils exagèrent et qu'ils pensent que tout le monde est corrompu, ce qui n'est pas le cas. Il y a un mélange de cynisme et d'incompétence et d'esprit moutonnier dans les élites qui nous gouvernent. Les Français ont compris qu'il n'y avait rien à attendre d'eux. Et combien de fois j'ai croisé certains de nos concitoyens, je vous l'ai dit hier à ceux qui étaient là hier, qui m'ont dit « Bravo, c'est bien, il faut continuer, on est avec vous, on regarde votre page Facebook. » Et puis au moment où je leur pose la question fatidique, aux élections européennes, alors vous avez voté pour nous? Oh ben non, on n'a pas été voté. Oh ben non, ben ça ne sert plus à rien de voter. Des gens convaincus, des gens qui ont été sur des ronds-points tout l'hiver. Et je salue notre ami Benjamin Cauchy, qui nous avait rejoints après cette révolte des Gilets jaunes.
eh bien, des gens qui savent qu'ils sont tondus, qu'ils sont humiliés, eh bien, ne vont plus voter, parce qu'ils ne croient plus dans le vote. Et le combat que nous devons mener, le combat que je vous invite à mener, et l'appel que je lance aux Français, c'est un appel à cesser cette résignation, car l'abstention est le meilleur service à rendre aux oligarques. Les oligarques sont contents que vous absteniez. Les oligarques n'attendent que ça. Et si vous continuez à vous abstenir, vous disparaîtrez comme nation libre. Nous disparaîtrons comme nation libre. Et je voudrais faire un mea culpa. Peut-être, oui, que l'on a passé trop de temps à critiquer et pas assez à proposer. Et peut-être aussi que nous n'avons pas assez exprimé une espérance. En tout cas, il est clair que quand on l'exprimait, elle était rarement retranscrite par les médias du système. Et je ne mets pas tous les journalistes dans le même sac, loin de là. Parce qu'eux aussi ont leurs contraintes d'audimat, eux aussi ont leurs contraintes des donneurs d'ordre. Voilà pourquoi il est d'ailleurs absolument vital de développer une presse libre, des réseaux sociaux libres, des radios libres. Voilà pourquoi il faudra un jour une réforme du système médiatique pour que des oligarques ne puissent pas être propriétaires de chaînes de télévision ou de radio, parce que c'est la place des journalistes libres, qui sont plus nombreux qu'on ne le croit. Et il y a toute une génération de jeunes journalistes en qui j'ai beaucoup d'espoir et qui veulent faire bien leur travail, bien loin des éditorialistes fatigués et engraissés par les travaux annexes à Marrakech ou au Qatar. Et donc, je veux dire qu'il y a toute une jeune classe journalistique qui n'aspire qu'à une chose, c'est être libre, mais faut-il encore leur donner les moyens? En un mot. C'est curieux d'ailleurs, les Verts veulent défendre les papillons, et c'est très bien, et les animaux, mais ne s'occupent jamais des humains. J'ai toujours été stupéfait. Nous mangeons de la merde. Je suis désolé de vous le dire. Et j'ai décidé d'entamer un grand combat sur l'alimentation et la santé. Parce que la situation se dégrade. Le pourcentage d'obèses en France a explosé. Une certaine industrie agroalimentaire, une certaine grande distribution se croient tout perdus. Nos agriculteurs sont écrasés. Pour conclure, je sais que vous vous posez des questions. La question, elle est très simple. Vous vous dites, bon, bah, il est peut-être sympathique, il a des idées, il a l'air sincère. C'est vrai qu'il dit toujours la même chose depuis un certain temps, donc il doit être cohérent. Mais on le suit, on vient, parce que nous-mêmes, nous sommes sincères et cohérents. Et même un 31 août ou un 1er septembre, on est capable de traverser la France pour venir l'écouter. Mais le pauvre gars, est-ce qu'il va y arriver? Comment se faire entendre des Français? Lorsque d'ailleurs, si souvent, on est caricaturé, sali, par des amuseurs publics qui sont payés cher d'ailleurs par le grand capital pour nous discréditer ou par notre redevance télé pour nous insulter. On parle toujours de discrimination, mais moi j'ai le sentiment parfois que nous sommes victimes d'une discrimination politique dans certaines émissions de télévision. Quand M. Ruquier ose dire dans une interview qu'il est fier de ne pas m'inviter à son émission, moi j'appelle ça de la discrimination politique. Je me sens discriminé. Et c'est curieux parce que j'avais le sentiment que M. Ruquier défendait les personnes discriminées. Mais c'est curieux de voir, et c'est la célèbre phrase que tu citais là, qui était formidable, André, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein? Donc je demande à M. Ruquier, oui, de m'inviter à son émission, parce que s'il a peur de m'inviter, cela veut dire qu'il ne supporte pas la contradiction. Et pourquoi je serais discriminé sur une chaîne du service public? Alors, il peut dire que je ne représente peut-être pas assez, mais on a quand même représenté entre 1 ou 2 millions de Français régulièrement, et j'ai le sentiment que dans son fauteuil, il invite des gens qui représentent beaucoup moins que 2 millions de Français. Comment faire passer un message sérieux parmi le tourbillon des polémiques vaines, des propos superficiels, des manipulations de l'opinion? Vraie question. Je parlais avec une jeune journaliste sympathique cette semaine, et elle me disait, vous savez,
Quand on regarde l'audimat, quand on parle de politique étrangère à la télévision, l'audimat chute. Quand on parle de propositions sérieuses, l'audimat chute. Donc nous, on est bien obligés aussi de faire notre métier. Comment un homme politique, une femme politique, un sénateur, une sénatrice, un député, une lanceuse d'alerte, un intellectuel, un journaliste, cher André Berkoff, comment on fait pour que notre pays ne soit pas abaissé par des polémiques stupides, par un zapping? Comment on peut parler des choses sérieuses, sérieusement, en intéressant les Français? Des Français qui, en même temps, nous disent « on en a marre de ces polémiques, on voudrait du sérieux ». Comment on peut les toucher? Les réseaux sociaux, une nouvelle information, c'est un des grands défis du siècle. Sinon, nos civilisations disparaîtront dans le tourbillon de l'insignifiance. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Alors, je vais vous poser une première question. J'ai lu le discours qu'on a eu. Ouais. Il y a une phrase qui m'a interloqué, c'est au moment où la télé-réalité d'un président qui communique bien, mais qui agit peu ou mal. Et cette phrase m'a fait penser un peu à vous, parce que vous, c'est un peu tout l'inverse. Vous avez du mal à communiquer auprès des gens, et pourtant vous agissez. Alors, comment vous pouvez expliquer cette inversion par rapport à Emmanuel Non, Macron? c'est pas que j'agis, je propose. Non, la difficulté qu'on a, j'ai beaucoup réfléchi cet été. Comment on arrive à faire de la politique à l'ère des médias sérieusement? Parce qu'on est tiraillé. Quand je fais une conférence de presse sérieuse sur l'Europe, il n'y a personne. Ou il y a des journalistes. Mais à la fin de la conférence de presse, ils vont venir me poser une question sur la polémique du jour, sur la petite phrase de machin et tout. Et donc, cet été, en me baladant beaucoup dans le pays, et beaucoup de gens sont venus me voir spontanément, j'ai vu à quel point il y avait un décalage saisissant, c'est-à-dire des hommes politiques qui essayent quand même souvent de faire des propositions sérieuses, mais qui ne sont pas entendus, et de l'autre côté des Français qui en ont marre aussi du zapping permanent, mais qui malgré tout alimentent un audimat qui font que vous-même, vous êtes prisonnier de ça. Comment on arrive à parler sérieusement des problèmes des Français au XXIe siècle, dans cette ère des médias du matin, du soir? C'est une vraie problématique qui concerne les hommes politiques, les journalistes et les Français. Ce que j'essaye de faire, c'est de proposer des solutions. Et je me suis dit, on a trop râlé, trop ronchonné et pas assez proposé. Et donc, vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai essayé de faire un discours de proposition. Qu'est-ce que nous ferions si nous étions à la place de Macron? Pour que les Français se disent, tiens, il y a le choix. Tiens, on n'est pas obligé d'avoir lui. Tiens, il n'y a pas qu'une solution. Ils savent que Macron, c'est pas bon, mais ils se disent, il n'y a rien d'autre. Et tout l'enjeu des prochains mois, c'est de montrer aux Français qu'il y a un programme de bon sens, porté par des gens honnêtes, qui peut changer les choses. Voilà ce que j'essaie. Il y a une autre phrase, encore une fois, je vais revenir un peu sur le discours. Quand vous dites comment se faire entendre des Français lorsqu'on est si souvent caricaturé et sali par des amuseurs publics payés si cher. Des noms, Nicolas Dupont-Aignan. Des noms, c'est le Petit Journal, c'est Ruquier. Le Petit Journal de quotidien. Oui, enfin le quotidien maintenant. C'est tellement facile. Moi, je vois bien. Je suis systématiquement brocardé, on me dit des choses horribles sur moi, on me présente comme un sale type raciste, c'est abominable. Tout ce contraire de ce que je suis, parce que simplement je pense différemment. Ce que j'ai souvent dit au quotidien et à Barthès, vous pouvez vous foutre de moi tous les jours, c'est votre rôle. Mais invitez-moi au moins une fois sur le plateau, que les gens voient qu'il y a une personne réelle. Pourquoi vous invitez toujours les mêmes, les bien-pensants? Donc voilà ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination, c'est tout. On lutte contre toutes les discriminations, sauf les discriminations politiques. Et ces gens-là sont quand même sur le service public ou sur des chaînes privées. Et dans le cahier des charges du CSA, il y a le devoir de neutralité politique. Je n'ai pas le sentiment que le cahier des charges soit respecté. Mais je ne mets pas dans le même sac tous les journalistes. Mais vous savez, l'opinion est formatée à force. Et j'en ai assez qu'on discrédite ce qu'on est. Voilà. On a le droit de penser différemment. Juste une petite dernière. J'ai dans la main ceci, je pense que vous Oui. le connaissez. Oui. C'est le bulletin de vote de l'élection présidentielle en Oui. 2017. Oui. Ma question, c'est est-ce qu'en 2020, en mars 2020, il y aura un bulletin de Nicolas Dupont-Aignan dans la mairie d'Hyères? Non, parce que je ne serai pas tête de liste.
Il y a Olivier Clodon, vous donnerez la réponse bientôt, mais Olivier Clodon mènera la liste à ma grande joie. Mais il y aura mon nom sans doute, parce que je ne peux pas m'en défaire de cette ville, j'adore, c'est ma ville. Alors il paye, allez, faites-le payer. Voilà. Allez, il paye. Pourquoi il est riche? Parce que vous n'avez pas l'air riche. Quand on met, il juge sur les apparences. Good karma, comme ça. Good karma, c'est pour venir te voir, pas pour me faire engueuler. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ce président? Mais je plaisante. On va pas rigoler. Je vous aurais bien, nous, à chaque fois, il n'a pas d'argent. Voilà, je vous aurais bien, voilà.